BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Notre invité, il est un peu le patron de toute la filière aéronautique, du secteur aéronautique. Éric Trappier, le président du GIFAS. Merci d'être avec nous, Éric Trappier. J'imagine que vous êtes vraiment sur le front en ce moment. Et en plus, vous êtes président de Dassault Aviation. Ce plan qui a été donc présenté hier par Bruno Le Maire et Elisabeth Borne, de 15 milliards d'euros, est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'il n'est pas trop ambitieux, notamment sur la question de l'avion zéro carbone dès 2035? Et surtout, est-ce qu'il répond à un besoin urgentissime qui est de maintenir, de soutenir la filière aéronautique et toutes les PME? On sait qu'il y a quand même 300 000 personnes dans le secteur du GIFAS. La situation exceptionnelle, la crise exceptionnelle, il fallait absolument un plan. On a réagi très vite au sein de la filière. Donc vous savez, la filière, c'est les 4 grands donneurs d'ordre que vous les Big Four. Airbus, Safran, Thales et Dassault. Mais c'est aussi l'ensemble des équipementiers et tous les petites PME qui sont réparties sur le territoire. En réalité, elles sont beaucoup dans les régions. Donc il fallait réagir vite car cette crise touche le trafic aérien et a stoppé complètement les livraisons. Il fallait donc être capable de soutenir ces PME. Les premières mesures immédiates, elles ont été prises par le gouvernement. Chômage partiel, ça c'était très bien. Aide à la trésorerie avec des prêts garantis par l'État qui ont permis immédiatement aux PME de passer ce premier cap difficile. Et le deuxième volet, c'était absolument d'aider nos PME, notre supply chain, et c'est ce plan d'hier qui a été bâti avec l'État, avec Bruno Le Maire en particulier, mais aussi avec Elisabeth Borne et Jean-Baptiste Djebbari pour la partie futuriste. En réalité, on fait du présent à 1 ou 2 ans, parce que la crise va durer 1 ou 2 ans, mais on garde aussi l'œil sur l'horizon. Et l'œil sur l'horizon, c'est de travailler avec les bureaux d'études sur des avions décarbonés et plus numériques, puisque l'optimisation des trajectoires, par exemple, ira dans la réduction du carbone dans l'émission des avions. Mais on sait que les discussions ont été assez tendues avec le gouvernement, avec Bercy. Justement, certains disent on aurait pu aller un peu plus loin. Parce que, donc, comme je le disais, il y a quand même sur les 15 milliards, il y a 7 milliards pour Air France. Il y a finalement que 8 milliards pour l'industrie aéronautique française. Dans toute négociation, il y a ceux qui veulent plus et il y a ceux qui veulent vous donner moins. Donc on a abouti à ce résultat. Je pense que la profession est satisfaite par ce résultat. Ça ne veut pas dire que la crise est derrière nous. Nous sommes en pleine reprise du travail sur site. Le télétravail se poursuit et on a déjà l'œil sur ce qui va se passer dans les 2 ans qui viennent. Donc cette crise va être forte. Ce plan permet de limiter le désastre qui pouvait advenir s'il n'y avait pas eu de plan. Donc c'est un vrai plan qui nous va en ce qui concerne l'ensemble de la profession. Mais en quoi, dans ce plan, pouvez-vous trouver les outils pour éviter le dépôt de bilan? Parce que c'est comme ça, les difficultés de toutes les myriades de PME, de TPE, mais aussi de PME dans ce secteur. Parce qu'on voit ce qui se passe pour de Richebourg, mais pour d'autres aussi. 2 choses. Il faudra poursuivre le chômage partiel. Vous savez qu'on le demande. C'est dans l'escarcelle de la ministre Muriel Pénicaud. Donc on discute, on attend les résultats. Mais ça, c'est important. Pour la profession, on voudrait au moins 2 ans, parce que c'est à peu près le temps pour se remettre d'aplomb. La deuxième chose, c'est qu'on a créé un fonds. Ce fonds, les 4 grands donneurs d'ordre, les 4 Big Four, mettent de l'argent, à peu près 200 millions d'euros, et l'État met 200 millions d'euros. À partir de ces 200 plus 200, nous allons lever des capitaux privés pour arriver à être capable de dégager à peu près 1 milliard qui nous servira non seulement à éviter les faillites de certaines entreprises, peut-être à les aider à se moderniser aussi, parce qu'il faut qu'en sortie de crise, notre supply chain soit encore plus forte. Il faut qu'elle soit compétitive. Et c'est pour ça qu'il y a eu une ligne dans le plan qui est par exemple le numérique. Il faut absolument qu'on accélère la transformation numérique de notre supply chain et des Big Four. Mais en même temps, et du reste, il le disait, et je pense que c'est la même chose pour vous, Philippe Petit-Colin de Safran, il disait qu'il n'y a eu aucune commande là, ni au mois d'avril, ni au mois de mai. Et donc on voyait aussi des reportages dans des usines de PME, de filière aéronautique, où il n'y a personne, il n'y a rien, ça ne tourne plus puisqu'il n'y a plus de commandes. Oui, la crise est là, le trafic aérien est stoppé. Alors on attend évidemment, et on travaille beaucoup avec Jean-Baptiste Djebbari sur le côté réouverture du trafic aérien, réouverture des frontières, déjà en Europe, réouverture des frontières dans le monde. On voit déjà qu'en Asie, ça commence à se faire. C'est pas tout à fait arrêté dans d'autres parties du monde. C'est évidemment le retour, entre guillemets, à une certaine normalité qui va prendre du temps dans le trafic aérien.
Il y a eu des annulations de commandes, mais il y a beaucoup de commandes qui ont été décalées, mais qui ne sont pas annulées. Donc, normalement, ça va revenir. Comme je vous le disais, ce n'est pas l'affaire de 2 semaines, c'est l'affaire de 2 ans. Lorsqu'il a présenté ce plan, Bruno Le Maire, il a dit qu'il voulait faire de l'aéronautique française le leader mondial du transport aérien décarboné et la transition énergétique. Est-ce que on est un peu dans la com, pour faire passer ce plan ou pas, non, je ne crois pas qu'on soit dans la communication, même si on fait de la communication. Je crois qu'il y a une vraie volonté française sur cette aviation plus verte. Mais est-ce que c'est crédible? Vous êtes un industriel. C'est aussi la volonté de l'Europe avec le Green Deal. Et nous avons mis sur la table, on a renforcé des travaux qu'on a déjà débutés il y a 1 an, renforcé ces propositions vers le gouvernement pour aller vers des avions décarbonés de type avion hydrogène. Oui, c'est crédible, c'est très ambitieux, c'est-à-dire que quelque part, si vous ne faites pas un saut technologique, une rupture technologique, si vous n'essayez pas, et nous proposons des démonstrateurs, puisque le démonstrateur, vous savez, j'en parle beaucoup dans la défense, c'est ce qui vous permet de vérifier que votre technologie, elle va marcher, elle va pouvoir s'appliquer. Nous avons besoin de ces aides gouvernementales, puisqu'en ce moment, on ne peut pas investir, ou moins, et donc il était très important que le gouvernement se mobilise justement pour allier à la fois la difficulté du transport aérien, la difficulté des sociétés à prévoir le futur et à remplir le besoin sur le Green Deal et donc à faire une aviation plus verte pour ramener les gens dans les avions aussi. Alors, en même temps, il y a un peu de son de cloche, enfin, même s'ils ne sont pas complètement contradictoires, mais vous avez Guillaume Faury d'Airbus qui dit oui, c'est possible, cet avion vert décarboné en 2035. Et puis, ce matin, Philippe Petit-Colin qui dit c'est quand même assez compliqué. Nous, on était plutôt sur 2050, donc Safran fabrique les moteurs. Vous êtes où, Éric Trappier? Moi, je l'ai dit déjà dans la déclaration hier, en président du GIFAS. Je le dis, c'est un défi très fort, mais c'est faisable. Voilà ce que je dis. Mais encore une fois, pour arriver à 2035, il va falloir passer des étapes. C'est ces étapes qui sont importantes. Dans toute culture technologique, il faut que les ingénieurs trouvent. Donc les étapes, c'est d'abord toutes les études qui ont déjà démarré et qui vont être renforcées grâce à ce plan d'aide. Et puis, c'est le lancement de démonstrateurs avec, je l'espère, l'Europe qui va abonder ce plan. La France prend le leadership. Un nouveau plan où ça rentrera dans le plan de relance? Non, c'est grâce au plan de relance de l'Europe. Il y a 30 milliards à peu près pour les autres pays européens pourront venir et apporter, puisque c'est aussi une des ambitions, l'environnement de l'Europe, de venir abonder ce plan français. Mais la France a toujours été très leader dans le domaine aéronautique. Il était normal qu'elle se mobilise. L'Europe va pouvoir abonder et va pouvoir remplir ces conditions qui nous permettront de progresser vers cet avion décarboné. La certitude d'arriver en 2035, si on en était sûr, on aurait déjà développé les avions. Le but, c'est déjà de maîtriser les technologies et donc de faire de la technologie. Les ingénieurs doivent se gratter la tête, doivent travailler. Le problème, à cause de cette crise du Covid, c'était peut-être que les ingénieurs, ils n'avaient plus de travail. Grâce à ça, ils vont pouvoir continuer à travailler parce que les sociétés qui ne peuvent pas investir vont être aidées pour continuer à faire cet effort pour aller dans la recherche. C'est QFD, j'ai envie de dire. Un Rafale vert avec fonctionnant à l'hydrogène, c'est pour quand? C'est un Rafale kaki d'abord, c'est des besoins non, mais parce que maintenant tout est peint en vert. Vous savez, alors, le vert, c'est un vert kaki. Voilà, c'est un vert kaki. Non, le Rafale et les avions de combat et un certain nombre de domaines dans le domaine de la défense, c'est d'abord la performance qui compte. Donc, pour un avion civil aussi, si je puis me permettre. Oui, non, parce qu'un avion de combat, c'est la discrétion qui va jouer, c'est sa capacité à emporter des armes, c'est un autre domaine dans lequel le but n'est pas forcément de consommer moins, puisque le but c'est d'aller plus haut, plus vite, et d'être meilleur que l'avion de combat qui est en face de vous. Oui, donc c'est pas pour tout de suite qu'un avion de combat fonctionne à l'hydrogène. Non, et je vous rassure, j'ai aucun de mes ingénieurs qui travaille à faire un avion de combat hydrogène. Par contre, vous me rassurez, non, parce qu'au contraire, je croyais que c'était le nouvel. Travaillent à faire un Falcon à base d'hydrogène. Attends, Éric Trappier, là, vous me tendez une perche parce que vous dites, je vous rassure, personne ne travaille là-dessus. En même temps, je sais pas, on explique que ce plan aéronautique, c'est justement pour qu'il devienne. Civil. Donc ça veut dire que vous n'y croyez pas beaucoup, quand même. Non, civil, on y croit beaucoup dans le civil. Alors les avions d'affaires. Les avions d'affaires, oui. On y travaille et on s'est d'ailleurs mis avec Airbus parce que l'effort de recherche va être tellement important qu'il faut que l'ensemble des bureaux d'études travaillent la main dans la main pour arriver à relever ce défi. Justement, à votre avis, c'est un budget de combien pour travailler en termes de R&D, de recherche et développement? Écoutez, aujourd'hui, il y a déjà 1,5 milliard qui a été mis sur la table avec un flux de 600 millions par an à partir de
de 2021, donc ce sont des sommes déjà assez importantes. Ça donne l'idée que ce flux va se poursuivre. N'oubliez pas, ça c'est l'aide publique, mais les sociétés, quand elles vont développer des avions sur le marché commercial, elles vont aussi mettre de l'argent pour développer. Donc, oui, mais en même temps, on voit milliards. bien. Oui, mais on voit bien que ce soit Airbus, que ce soit Safran et vous peut-être aussi chez Dassault, tout le monde coupe dans ses budgets de recherche et développement aujourd'hui. Aujourd'hui, Ah oui. mais on est sur un plan à 15 ans, puisque 2035, on est en 2020. Dans un plan à 15 ans, on espère quand même que le marché va revenir, je vous le disais tout à l'heure, dans 2 ans. Pendant ces 2 ans-là, 3 ans, 4 ans, 5 ans, les efforts sont faits par les États, c'est par la Commission européenne, et évidemment, les compagnies vont racheter des avions et les sociétés vont réinvestir pour faire des avions, justement, qui seront décarbonés. Éric Trappier, vous pensez que il y a les chiffres de l'IATA que vous connaissez, donc avec 84 milliards de dollars de pertes nettes pour l'exercice 2020, bon, que 15 milliards l'année d'après. Il faudra combien de temps à votre secteur, puisque vous présidez le GIFAS, pour se remettre de cette crise qu'on a traversée, qu'on traverse en ce moment? Notre première estimation, mais il faut être très prudent, puisqu'on n'est qu'au tout début de cette crise, en réalité, on est peut-être sur la fin, je l'espère, de la crise sanitaire, mais même si elle n'est pas finie, mais on est au tout début des impacts économiques. Donc tout dépendra aussi de comment la relance économique se passe, non seulement en France, mais surtout en Europe, mais surtout aussi aux États-Unis et en Asie. Si la relance est globalisée, les gens auront besoin de revoyager, les gens auront besoin d'aller aller voir leurs clients, leurs fournisseurs, etc. Donc ça repartira. On estime aujourd'hui le retour à une certaine normalité au bout de 2 ans. 2 ans, donc ça veut dire 2022, juin 2022. Je ne peux pas vous dire le jour précis ni l'heure précise à laquelle ça sera revenu. Non, enfin fin du premier semestre. On sur un retour à la normale du trafic aérien dans 2 ans. Donc c'est une période assez longue. Par contre, l'arrêt a été très brutal. Au niveau du GIFAS, justement, vous avez quelques chiffres en termes de perte d'emploi, de chômage partiel, de l'ensemble du groupement, donc des industries Non, on n'a pas, parce que chaque société est en train de faire ses comptes. On en est qu'à tout début de la fin de la crise sanitaire, comme je le disais. Pour l'instant, la priorité, c'était de ramener les salariés en sécurité au travail sur les sites. C'est vrai, non seulement de la production, mais du secteur tertiaire. Et ça reprend? Ça a repris déjà beaucoup. À hauteur de combien? Pour l'instant, on est passé à plus de 50% sur site. Sachant qu'il y a encore beaucoup de télétravail, puisque le gouvernement a préconisé de garder beaucoup le télétravail. Dans tous les cas, on conservera le télétravail. C'est une nouveauté, mais on va l'intégrer beaucoup plus profondément. Mais on est à plus de 80% d'activité entre le télétravail et les gens qui sont revenus sur site. Le mois de juin va voir, avec le déconfinement qui a vraiment débuté, voir revenir l'ensemble des salariés sur le site de travail. Donc sur l'emploi, la vraie problématique, c'est certain, l'outil industriel est surdimensionné aujourd'hui compte tenu de la réalité. Les mesures actuelles, et c'est pour ça que le chômage partiel est important, c'est d'essayer de préserver les emplois qui permettront le redémarrage quand le marché redémarrera. Oui, mais enfin, un chômage partiel pendant 2 ans, vous voyez que, 1, c'est très difficile pour le salarié, et 2, il y a une perte forcément un petit peu de compétences. Donc il faut qu'il y ait une formation, il faut qu'il y ait quelque chose. Parce que 2 ans en télétravail, en chômage partiel chez soi, il y a des méthodes, tout le monde, on ne dit pas, il y en a qui pendant 2 ans font rien et d'autres qui travaillent à 100%. Il peut y aussi y avoir des adaptations, de ne pas travailler le vendredi, par exemple, il y en a qui ont fait ça. On est au début, il faut d'abord qu'on voit comment le marché va repartir. Heureusement aussi dans le GIFAS, on n'en a pas beaucoup parlé, mais beaucoup de sociétés sont duales. Donc il y a aussi la défense, elle n'est pas touchée en termes de marché. Elle a été touchée par le Covid en termes d'activité immédiate, mais en réalité... Oui, enfin en même temps, je crois avoir vu, mais évidemment je parle sous votre contrôle, que les ventes d'armes françaises ont chuté considérablement depuis 2 mois. Le monde s'est arrêté pendant 2 mois. Donc, donc la défense aussi... Faites le même, vous avez dû le faire, les automobiles, ça a chuté, tout le monde est resté chez soi, et à part acheter à manger... n'a rien fait d'autre. Donc la défense a été touchée malgré tout. L'activité économique, c'est pour ça que c'est devenu vraiment une priorité. Il faut que l'activité économique reparte complètement et qu'il y ait un plan de relance qui aide à ce retour à une activité économique, entre guillemets, normale. Florence Parly, la ministre de la Défense, justement, a dit qu'elle laissait entendre qu'il y avait des discussions bientôt ouvertes autour du Rafale. En réalité, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a des discussions déjà en cours et qu'elle a un calendrier qui n'est pas lié au Covid. Elle a un calendrier qui est lié à la loi de programmation militaire. Et comme l'activité défense, même si elle a été affectée
un petit peu par l'arrêt. Il y a un peu d'argent au sein de cette loi de programmation militaire qui a pu être dégagée pour aider dans une enveloppe qui est à peu près de 800 millions d'euros. C'est ce qu'elle a déclaré. Mais la réalité pour le Rafale, par exemple, c'est qu'on a des discussions en cours pour une tranche supplémentaire qu'elle-même avait déjà annoncée il y a quelques temps. Donc ces discussions se poursuivent. Oui, mais donc il n'y aura pas, vous ne réfléchissez pas à un nouveau Rafale? Ah non, non. Non, mais parce que comme on réfléchit à un nouvel avion civil, on peut se poser la question. Je vous ai posé sur l'hydrogène, mais sans aller jusque-là. Oui, on a un Rafale qui s'améliore. Je vous rappelle qu'on est en train de penser à un futur avion de combat avec nos partenaires allemands et espagnols. Et c'est le futur, mais lui, il n'est pas 2035, il est 2040. Oui, vous étiez même venu ici, vous en avez félicité. C'est ce projet SCAF, franco-allemand à la base, et à laquelle les Espagnols ont rejoint. Et là-dessus, on continue à travailler, on est en train de travailler. On a une et vous êtes le pilote, étape. Enfin, là, vous changez de casquette. On a un démonstrateur aussi qui devrait voler en 2025-2026. On travaille dessus, on a eu les premiers contrats et on s'organise avec nos partenaires allemands, espagnols et l'ensemble des supply chains de ces pays-là. Donc ça c'est aussi déjà lancé. Ça a été un peu freiné par la crise du Covid, comme tout le monde, mais on a quand même continué à travailler en télétravail. Donc il n'y a pas de retard sur le programme? Non, il y a un retard immédiat de quelques semaines parce qu'il y a eu un arrêt, mais c'est rattrapable. Oui. Juste dernière petite question là sur le Rafale. La dernière tranche ou la 5e tranche en Inde de commande de Rafale, pour l'instant, c'est enterré, j'imagine. Alors, rien n'est jamais enterré. Ceci dit, la crise du Covid fait peser sur le secteur, et là je parle au nom du GIFAS, des craintes sur l'export, parce qu'il y a un arrêt mondial. Donc c'est sûr que les achats d'avions de combat ou d'hélicoptères ou d'A400M ou d'A330, ça ralentit un petit peu. Donc il va falloir là aussi reprendre le chemin de l'exportation pour favoriser les produits français à l'export. C'est vital dans l'équilibre global de la profession. Oui, donc, et ça, vous voyez reprendre ça quand? Maintenant, il faut que la reprise maintenant, nous sommes en juin, a priori on va pouvoir revoyager, dès que les frontières vont se réouvrir, on repartira. Aujourd'hui, ce qui nous bloque, c'est les frontières. Alors, on a le téléphone, on a etc. Mais on a conservé par exemple une équipe indienne à Bordeaux, qui a continué à prendre livraison de ces avions. Et on va envoyer ces avions-là cet été en Inde. Donc l'activité se poursuit dans ces domaines. Il y a un sujet qu'on sent extrêmement sensible, mais qui émerge malgré tout, c'est l'appétit, on va dire ça comme ça, notamment de certains investisseurs internationaux, notamment des Chinois, pour tout ce qui est, pour toutes les PME, les compétences de la filière aéronautique française. Pour le président du GIFAS, il y a vraiment alerte ou pas, ou c'est plus un fantasme? Une partie des sociétés françaises sont détenues par des capitaux étrangers. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut des capitaux, y compris en France, pour être capable de rentrer dans les sociétés et être capable de les sécuriser. Il faut que les États ou l'Europe définissent ce que sont les sociétés stratégiques et s'assurent que quand des technologies clés sont en jeu, peut-être qu'un certain nombre de capitaux majoritaires doivent être soit français, soit européens. C'est pas facile parce qu'on est quand même dans une économie de marché, mais il y a des mécanismes qui le permettent. Les États-Unis, les rois du capitalisme, ils ont le CFIUS, qui est la méthode qui permet de protéger leur société stratégique. Donc on va vers ces solutions-là. Encore faut-il être capable de mettre les fonds. Et donc ces fonds, il faut les avoir. Le CFIUS, ça fonctionne comment pour les gens ignares comme moi? Alors, ça veut dire que si, par exemple, je suis français et que je veux acheter une société américaine, je passe au travers un organisme qui vérifie mes intentions et qui vérifie que je ne vais pas remplacer un certain nombre de gens qui travaillent dans des domaines sensibles par des Français, et ils doivent être américains avec des habilitations. Il y a toute une procédure à suivre. Mais Éric Trappier, est-ce que vous avez été saisi d'achats potentiels de sociétés par des Chinois, pour appeler un chat un chat? On sait que ça existe. Saisi, non, directement. Le fonds aussi qu'on est en train de mettre en place peut aider aussi à recapitaliser certaines petites sociétés pour éviter que justement ces fonds puissent venir les acheter. Bon, c'est un sujet délicat parce qu'on ne peut pas demander à des fonds français de racheter toute l'aéronautique, toute l'automobile, toute l'énergie. Simplement, il faut mettre en place les bons mécanismes pour s'assurer que le savoir-faire français va partir gratuitement dans un certain nombre de pays qui veulent nous copier.
Il faut s'attendre, peut-être en conclusion, Éric Trappier, est-ce qu'il faut s'attendre à beaucoup de suppressions de postes dans votre filière, dans la filière aéronautique? Pour le réduire. Oui, je sais. Oui. On fait tout pour l'optimiser, pour le réduire. Pour l'instant, il y a de Ces suppressions de mesures, postes. pour l'instant, n'ont pas été prises. Chacun est en train de faire ses comptes. Chacun est en train de regarder son niveau d'activité, son espoir de niveau d'activité dans 2 ans. Mais on peut craindre quand même qu'il y ait des suppressions d'emplois dans un certain nombre de secteurs, dont le nôtre. On fera tout pour éviter que ce soit des licenciements secs. Il y aura peut-être des plans d'aide à partir un petit peu en avance de phase. Voilà, mais on fera tout pour l'éviter. Mais chez Dassault, par exemple, chez Dassault Aviation. Écoutez, chez Dassault, on est en train de faire le point entre les activités défense et les activités civiles. J'ai déjà dit au marché que je parlerai au mois de juillet. Donc avant juillet, je serai mais il y aura des suppressions de postes. Dans mes livres, il y aura peut-être des suppressions de postes. Oui, d'accord, ok. Parce que notamment, l'aviation d'affaires aussi, ça doit être difficile. L'aviation d'affaires baisse. Elle baisse à peu près de 25%. Donc il faut qu'on regarde aussi du côté du Rafale, si le Rafale permet de compenser. Et c'est entre ces 2 activités. Vous savez qu'on a des nouveaux produits aussi qu'on est en train de développer dans le domaine du Falcon. Il faut voir si les ventes partent ou si elles ne partent pas. C'est un tout petit peu tôt pour statuer aujourd'hui. Eh bien, rendez-vous est pris en mois de juillet. Merci beaucoup. Cette fois-ci, je viendrai en tant que patron de Dassault Aviation. Merci beaucoup, Éric Trappier, d'avoir été ici, j'imagine, quand même très, très sollicité à l'occasion de ce plan pour essayer de temporiser la crise et son impact dans la filière aéronautique. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de l'Arrache. On se retrouve bien sûr demain matin, 8h15. C'est Amélie Montchalin, la ministre des Affaires européennes. On parlera justement de ce plan relance européen où déjà ça commence à chauffer entre les différents pays, comme d'habitude, vous me direz. Bonne journée.